Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Donc, nous allons recevoir Loris Faé qui a fait le voyage dont vous venez de voir les images avec Benjamin Et Christelle. Pardon. Et on va discuter un petit peu plus avec toi Loris de cette partie photo. Tu vas nous parler un petit peu du voyage, des conditions dans lesquelles vous avez photographié l'Islande et vécu ce voyage. Donc là on peut voir 8 jours. 8 jours, 7 boîtiers, 7 objectifs, une action cam, un drone, 2177 km en 8 jours pour à peu près 5000 photos. Et donc on va voir dès l'image suivante, voilà votre parcours. Voilà le parcours. Donc on arrive à l'aéroport de Reykjavik. On a fait les premières courses et la première nuit du côté de Borgarnes, avec comme premier objectif de voir des aurores boréales. C'était un petit peu l'objectif du voyage, de faire et le tour de l'île et les aurores boréales. Et tu me disais, en fait, le but était aussi de ne pas forcément faire les zones très touristiques. Exactement. de l'Islande. Donc en fait, toutes les zones touristiques sont au niveau du sud, à ce niveau-là. On a commencé en fait par les fjords de l'ouest, on est remonté par le nord, on a donc traversé le désert, les fjords de l'est, et on n'a fait qu'une journée au niveau des zones touristiques. C'était pas l'objectif, ça nous intéressait pas spécialement, on l'a déjà vu, on tape sur internet Islande et on voit tous les plus beaux spots, les plus belles aurores. Par contre, le nord effectivement de l'Islande, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins. Donc c'est ça qui nous intéressait. Et donc voilà, vous êtes allé chercher des aurores boréales et vous en avez trouvé. Et on les a trouvés. Ça, c'était donc la première nuit. Donc le premier jour, on est arrivé en fin de journée. On était faire les courses, ça a duré 1 heure max. On a récupéré la voiture, on était faire les courses et on a filé donc vers les fjords de l'ouest. Et vers 23h, quelque chose comme ça, assez fatigué malgré tout, on s'est dit on va monter un boîtier, histoire de repartir le lendemain en se disant est-ce qu'on en avait vu ou pas. Parce qu'en fait ça se voit pas vraiment à l'œil nu. Surtout que là on avait un capé, donc un indice d'aurore boréale qui était de 3 sur 10, donc c'est vraiment très peu. Parce que c'est ça ce que tu peux nous expliquer, c'est que pour savoir si on va en voir ou non, on peut aller... En fait, il y a une petite application voilà, qui nous permettait de voir en fait, où en était l'indice. Donc ça, c'était vraiment l'application à avoir. On la regardait en fait, tous les jours, le matin, l'après-midi, le soir, pour voir en fait, où on en était. Et ça doit être la 3e photo de la soirée. On avait beaucoup de chance. Et là, en fait, donc, du coup, pour faire cette image, tu as utilisé quoi comme matériel? Alors, donc pour cette image, donc moi je travaille avec le Canon 6D, et là j'étais avec le Tamron 2470 G2, monté sur un trépied. Donc évidemment, on désactive la stabilisation. Donc au début, j'ai un petit peu tâtonné au niveau des réglages pour avoir le rendu escompté. Et au final, de souvenir, je suis à F4, 30 secondes à 1600 ISO. C'est ça, parce qu'en fait, l'idée c'est de ne pas trop monter en sensibilité pour essayer de conserver une bonne qualité d'image, garder une bonne dynamique de capture sur ton capteur. Et donc, vu la faible lumière, tu es obligé en fait d'ouvrir beaucoup. Tout à fait. Alors, je voulais pas ouvrir trop, à me mettre à 2.8 non plus. Donc je conserve malgré tout une bonne zone de netteté à F4 et pareil 1600 ISO maintenant avec les capteurs qu'on peut avoir et en tout cas pour le 6D, le boîtier que je connais et je traite donc mes images sous DxO. Effectivement là il n'y a plus du tout de bruit en fait. On enlève complètement le bruit numérique, on conserve une bonne lecture au niveau des étoiles. Et on a une bonne dynamique pour pouvoir traiter les images, enfin les zones les plus sombres. Là, on voit encore qu'il y a du détail au niveau du paysage sur le bas de l'image. Oui, d'autant que le détail il est sans doute un peu lissé par l'écran. C'est vrai tout à fait, en plus. Sur les fichiers originales. Voilà un autre exemple aussi à 24 mm, toujours sur les mêmes exifs, sauf les ISO où là je suis passé à 3002 sur celle-ci. On est un petit peu plus lumineux que l'image précédente.
Et on le voit, tu es à 30 secondes. En Tout à fait, fait. tu peux pas avoir une vitesse d'obturation beaucoup plus longue, sinon on va avoir des traînées en fait, Exactement. lumineuses par les étoiles. Et c'est avec des essais que tu as fait, c'était la vitesse à laquelle tu arrivais à faire rentrer suffisamment de lumière sans que le ciel bouge trop, enfin la Terre bouge trop. Ouais, évidemment, j'avais en fait une idée en tête du traitement et de l'image finale, et c'était le réglage le plus approprié. Parce que c'est peut-être quelque chose que tu peux nous dire aussi, c'est que tu es photographe, mais également graphiste. Oui, je suis graphiste de métier. Donc, du coup, tu as aussi, en fait, tu penses tes photos aussi avec ce que tu vas en faire. Exactement. Après. Quand j'arrive sur le lieu, avant même de faire la photographie, je vois le lieu, avant même d'effectuer des réglages, je me dis ok, j'ai ce lieu, qu'est-ce que je veux au final, quel traitement je vais lui apporter, est-ce que ça va être du noir et blanc, auquel cas je passe mon boîtier en noir et blanc. Si c'est pour une image couleur, je laisse mon boîtier en couleur. Par contre, j'ai déjà en tête la finalité. Ça, c'est quelque chose qui, je ne sais pas faire autrement en fait, je sais déjà ce que je vais faire. Donc j'essaye à la prise de vue de me rapprocher au plus possible de l'image finale pour ne pas passer non plus des heures et des heures à la post-prod. Je suis déjà graphiste, je passe déjà des heures et des heures. C'est en plus pour y passer 2-3 heures à la retouche, c'est pas nécessaire. Et donc là, on va continuer sur la route. Donc là, sur la route, donc là, voilà le campement, notre petit bivouac de la première nuit. Donc en fait, c'est vrai qu'on avait une image en tête d'aurore boréale avec le reflet dans un lac. On est arrivé en pleine nuit, on a posé notre bivouac, on a fait nos photos, puis le lendemain matin, on a découvert qu'à 10 mètres, il y avait un étang. Donc pour le reflet, c'est dommage. Mais parce que c'est quelque chose qu'il faut imaginer sur les photos de nuit, en fait, en pose longue, c'est qu'on a l'impression sur les photos qu'il y a beaucoup plus de lumière qu'il y en a en réalité. En fait, c'était vraiment dans l'obscurité totale. Ouais, c'est très sombre. Tu découvres presque à l'écran l'appareil quand elles apparaissent. Alors au niveau des aurores boréales, à l'œil nu, avec un capé de 3, un indice de 3, on voit des traînées blanches. On peut confondre même ça avec des nuages. C'est vraiment à l'écran du boîtier, qui lui est beaucoup plus sensible que notre œil, où on peut se rendre compte effectivement des aurores boréales. Alors on continue à circuler, oui, c'est ça? Oui, on va continuer. Donc on continue dans les fjords de l'Ouest avec cette image donc au 24-70 G2 qui a été faite au 25e de seconde à main levée. Ce que tu as dit tout à l'heure justement. Voilà, grâce à la stabilisation. Grâce à la ce que tu me disais en fait, moi quand tu m'as envoyé les images, que je les ai regardées, je t'ai dit ah celle-ci tu l'as faite au 25e de seconde, et tu me dis ah oui. Parce qu'en oui, fait, j'en étais étonné. Voilà, tu me disais avec la stabilisation, c'est sûr que je n'ai pas été alertée et la photo est nette, donc je me soucie pas en fait. Non, en fait, je me soucie très peu des réglages que je dois faire pour obtenir le rendu. Seul le rendu compte à mes yeux. Peu importe si je dois passer à 2.8, 3.5, 5.6 ou au 25e dans le cas présent. Pareil pour les ISO. Je crois que sur la totalité des images, je suis à 400 en permanence. Je descends rarement en dessous de 400. J'aime le grain. J'adore ça en fait. J'en rajoute quand il n'y en a pas. Parce que je viens de l'argentique. Et donc voilà. Effectivement, là pour le coup, je ne me suis pas soucié de savoir si j'étais au 25e ou au 30e. La photo est faite, c'est net, c'est l'essentiel. Peu importe la vitesse. Et alors, peut-être que tu peux nous parler pourquoi le choix du 24-70 en fait, en partant. Est-ce que c'était la plage de focale qui te semblait appropriée pour ce type d'image? Est-ce que tu n'as pas manqué d'un plus grand angle en fait Alors, le 24-70, non, j'avais deux boîtiers. Donc j'avais le 6D qui était monté avec le 24-70. J'avais le 7D Mark II qui était monté avec le 150-600 G1. Il faut savoir qu'en Islande, il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Je ne voulais pas changer d'objectif en permanence. Surtout que les boîtiers étaient prêts en permanence. Dès qu'on ouvre la porte de la voiture, il y a tout qui s'engouffre. Le vent, la poussière, la pluie. Tu peux dire que tu es un petit peu maladroit. Donc, ouais, c'est-à-dire que le matériel est fait pour travailler, quoi. Donc je ne prends pas soin plus que ça. Il faut que ça bosse. Et c'est là pour ça. Et là, oui, tout simplement. Quand on en a parlé un petit peu avant, tu me disais pour moi c'était indispensable d'avoir des objectifs tropicalisés. C'est la condition essentielle même. On ne peut pas partir, je pense, en Islande sans tropicaliser ou alors se dire on prend un sac plastique, on le met autour, comme on faisait avant. Là, je ne me pose pas la question. Les boîtiers étaient trempés, l'objectif trempé, c'est pas grave, ça fonctionne. On laisse sécher. Ça... On voit qu'effectivement, on ne choisit pas toujours la météo. Non, on ne choisit pas du tout la météo. On a couru après le soleil. Et c'était un petit peu la fin du monde tout le temps. C'était un petit peu une image de fin du monde en permanence.
ce qui est très intéressant pour le coup, parce qu'on peut vraiment s'attarder sur du travail au niveau des textures des nuages, tant la prise de vue qu'à la post-prod. Toujours, là j'ai pas de filtre, donc Oui, on va pareil. en parler tout à l'heure. Voilà, on va en parler tout à l'heure, mais j'ai pas emmené de filtre en Islande, parce que je n'avais pas les bons diamètres, tout simplement. Toujours au 24-70. Oui. Comme quoi on peut faire de l'animalier au 24-70. On peut faire de l'animalier au 24-70. C'est juste une question de point de vue, en fait. Donc voilà. Donc là, en fait, t'es pas parti tout seul. Non, je ne suis pas parti tout seul. Nous étions 3. Donc il y avait Benjamin qui est juste là, qui a réalisé la vidéo juste avant. Et il y a ma femme qui est juste derrière. Voilà. L'avantage de l'Islande, quand on part aussi avec des amis, c'est qu'il n'y a pas que du paysage simple. On peut aussi intégrer évidemment du personnage. Et avec les lumières qu'on a en Islande, pour le coup, les ombres chinoises sont toutes trouvées. Donc là, voilà, encore une fois le 24-70 à 70. On est toujours sur des paysages, toujours au 24-70. Toujours au 24-70 sur cette image-là, exactement. Où pour le coup, on a vraiment même au fond, alors avec un brouillard, de la pluie, on a quand même une bonne retranscription du paysage vraiment au fond. Et je trouve ça intéressant, tu m'as parlé de la manière avec laquelle tu faisais ta mesure de lumière. Alors, la mesure de lumière, on voit beaucoup de tutos sur internet, où beaucoup de photographes en fait ont tendance à exposer à droite, ce qu'on appelle par rapport à l'histogramme. Moi j'expose toujours à gauche, parce que je trouve que c'est plus simple de remonter plutôt que de descendre. Quand c'est cramé, c'est cramé. Par contre, avec la dynamique de nos capteurs et les optiques qui retranscrivent une super lumière et des détails, plus facilement je trouve remonter. Après, dans mes goûts, je trouve que ça m'est plus agréable des images un peu plus denses, un peu plus sombres que des images un peu plus surexposées. À savoir également que je shoot quasiment tout le temps en mesure spot pour la lumière. Je pointe toujours l'endroit où se pose la lumière. Alors je sais que ça va y avoir une grande différence d'IL entre les zones sombres et les zones lumineuses, mais je trouve que ça m'est plus agréable en tout cas. Et puis on peut le dire, quand on sous-expose très légèrement, on a des saturations de couleurs qui sont un peu plus importantes. Alors, tout à fait, exactement. Ce qui est important sur du paysage. Oui. Alors typiquement, voilà, sur notre route, on a croisé une transhumance de moutons. Donc là, évidemment, une optique comme le 24-70, qui est une optique vraiment taillée pour le reportage, c'est vraiment top. Voilà. Là, il y a une petite série en fait, voilà, exactement. Voilà, ce qui permet de réagir assez vite. Tout à fait. Tu me parlais aussi du traitement de tes images, au fait que celle-ci, tu avais prévu de faire du noir et blanc. Oui. En fait, quand on est arrivé sur le lieu, je suis descendu de la voiture. Et Benjamin et Christelle, on était se garer un petit peu plus loin. Moi, je suis tout de suite descendu pour aller les suivre. Et j'avais déjà toute cette image en noir et blanc. Donc, très rapidement, j'ai switché le boîtier en noir et blanc. Et les réglages, après, se font assez naturellement, en fait, parce qu'en noir et blanc, on voit beaucoup mieux les zones sombres, les zones lumineuses, les détails. On n'est pas perturbé par la couleur. Et c'est ça, il y a plusieurs écoles. Il y a des personnes qui préfèrent photographier en couleur et faire des essais après. Oui. Toi, en fait, tu préfères la voir tout de suite en noir et blanc sur le boîtier, tout de suite savoir si la scène s'y prêtait, si ça se dessine correctement. Exactement, parce que je vois mieux en fait les images en noir et blanc, les détails, comment ça se découpe. J'essaye d'être le plus efficace possible pour passer le moins de temps après à la retouche en fait. Et là ensuite on va avoir une série qui est intéressante puisqu'on s'imagine toujours qu'il faut un grand angle pour faire du paysage. Ouais. On arrive progressivement en fait à du paysage au 150-600. Alors là je crois que sur cette dernière on est encore à 70 et c'est sur celle... non, pas. Là on est toujours au 24, donc voilà, on continue notre voyage. Alors petite anecdote sur cette image là. On avait passé une nuit dans un camping, on n'avait pas trouvé d'endroit pour bivouaquer en pleine nature, on avait passé notre nuit dans un camping, le matin était assez dur, il faisait froid, il avait plu, on n'était pas au top de notre forme, il était 7h30 du matin, on a été prendre notre petit déj un petit peu plus bas dans le village, donc le but à gaz, le café lyophilisé qui n'est pas super, des gâteaux secs, et la lumière est venue percer, donc là typiquement je suis en mesure spot, sur
sur le lever de soleil en fait à travers les nuages. On a même un petit début en fait d'arc-en-ciel qui pointe. On prenait notre café, on parlait pas. Et on a entendu du bruit un petit peu plus loin, et en fait le bruit c'était une baleine qui était en fait au milieu du fjord. Et on a passé une petite heure avec elle. Elle se baladait devant nous, et c'était un super souvenir. La journée a pris une autre couleur. Après. Oui, après on a le sourire et tout va bien, peu importe la pluie. Donc là toujours on n'a pas de filtre, pas de trépied, c'est tout à main levée. L'avantage c'est qu'il y a plein de petits lacs où le reflet se fait très très facile. Jouer sur les reflets. Exactement. Avec des ciels qui sont toujours assez incroyables en fait, que ce soit dégagé ou chargé. Que... Oui, en plus pendant tout ce voyage, je me suis un petit peu attelé à toujours donner l'accent et la primeur au ciel. Avec des ciels chargés, on va dire qu'on rentre dans la facilité. Alors je vais dire oui, c'est vrai que ça peut être facile, mais c'est ce qui m'intéressait. Voilà, on sent que tu joues sur les reflets. Exactement. Il y a le côté graphiste quand même, hein, on sent dans les oui, évidemment, on a une déformation professionnelle. Donc voilà, au niveau des cadrages, on va peut-être un peu en parler sur cette image. Pour le coup, on est au 24-70 encore. L'Islande est un pays immense, avec une échelle des distances qui n'est pas du tout française, comme on peut la voir, où nous, tout est proche. Et quand on intègre en fait un personnage, de mon point de vue, ce qui est bien dans ce type d'environnement, c'est toujours de raconter l'histoire en fait. Et pour le coup, le personnage peut paraître vraiment très petit par rapport au reste du paysage, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer l'immensité face à nous. Une notion d'échelle. Exactement, ça donne une notion d'échelle. Donc là, voilà, des petites photos faites à l'iPhone sur un petit peu notre vie tous les jours. Quand il y avait trop de vent, on mangeait dans le coffre de la voiture. La voiture nous servait de paravent. Typiquement, dans un camping islandais, c'est les douches. Voilà. Grand luxe, quoi. C'est grand luxe. On était contents, hein, il y avait de l'eau chaude. Non, mais parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, quand on voit les images et quand on nous dit que la voiture a servi de paravent, les conditions météo sont exécrables. Ah non, c'était exécrable. On y était la période du 15 septembre. On a eu 2 jours de sec. Tout le reste, c'était de la pluie. On a réussi à se maintenir au sec, sauf les 2-3 derniers jours, on est resté trempé. Donc là, on avait un petit peu la hantise de l'avion, trempé et tout, mais finalement, ça a été. Là, alors voilà, ça c'est un montage panoramique. Tout à fait. Que tu as fait à partir d'images faites au 150-600. Voilà. En fait. Donc là, 7D Mark II, 150-600, il y a 8 photographies qui ont été assemblées. Alors moi je travaille pas avec Photoshop, je travaille avec Affinity Photo et j'ai fait tout l'assemblage en fait en automatique avec Affinity. Donc là effectivement il était 19h30 si je me souviens bien et le 150-600 sous un aspect paysage permet vraiment d'aller attraper des paysages très très lointains. S'il a fallu y aller en voiture, il aurait fallu depuis bien longtemps et on aurait monté les temps, pas fait de photo. Donc là, c'est vrai que l'avantage du 600, c'est de pouvoir aller attraper des paysages lointains sans se déplacer. C'est l'avantage du zoom à grande amplitude. Et c'est ce qu'on va voir sur la série qui suit, c'est qu'effectivement, on n'imagine pas le 150-600, on le voit plutôt sur de la photographie animalière. Oui. Et là, on va le voir sur tes images. En fait, c'est une optique qui s'est très bien prêtée au paysage en Islande, où tu es venu chercher de la matière. Complètement. Là encore, c'est une série de 4 photographies assemblées. Au 150-600 avec le 7D2. Une fois de plus. En fait, entre cette photo-là et l'autre, je me suis juste retourné. Celle-ci, c'est le dos de l'autre. C'est des lumières que tu avais uniquement en début et en fin de journée ou, en fait, alors ça, tout ça, c'est 19h. C'est vrai que les lumières de fin de journée, comme au début de journée, c'est vraiment les plus belles. Les journées, en fait, étaient très grises, si je puis dire. Et il y avait par moment du ciel bleu avec un petit peu de soleil. Donc c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est juste que il y a un petit peu moins de caractère en journée. Encore une fois au 150-600. Et une photo que tu as imaginée en noir et blanc tout de suite pour ces lignes. Tout de suite parce que graphiquement c'est intéressant de retrouver cette route un petit peu plus lumineuse, un petit peu plus claire au milieu de la nature, avec tous ces petits piquets qui s'alignent.
pour délimiter la route, je l'ai tout de suite vu en noir et blanc. On voit les percées lumineuses, elles sont Voilà. très courtes. Très courtes. C'est quelques minutes. Alors, en catastrophe, on s'arrêtait sur le bord de la route, là où on pouvait, à savoir que la route en Islande n'est pas plate, elle est sur un petit promontoire. Donc on ne peut pas s'arrêter partout. Dès qu'on trouvait un moment pour s'arrêter, on s'arrêtait, on sortait tout de suite, on photographiait, on envoyait des rafales des fois, parce que ça changeait instantanément. Parfois on envoyait le drone très rapidement pendant qu'on faisait des photos en même temps, et fallait capter ce moment-là de toutes les manières possibles. Voilà, typiquement on s'arrête au bord de la route. Ce moment-là a dû durer un quart d'heure. C'est vrai que c'est un petit quart d'heure. Incroyable de voir l'angle de ciel bleu, et c'est une nuage hyper chargé. Oui, et puis ça ne se joue pas que devant nous, ça se joue à droite, à gauche, devant, derrière, il faut avoir des yeux partout. Donc on se dépêche et de faire des photos ciblées et un panoramique. On essaye de capter tout en fait. Voilà, typiquement au 150-600, là je crois que j'étais même à 600 mm pour aller le capter le plus loin possible, être au plus proche de ce détail. Et toujours à main levée, ça? Toujours à main levée. L'Islande, c'est pas que des paysages. L'Islande, c'est pas que des paysages. En allant en fait par les fjords de l'Ouest, le Nord et les fjords de l'Est, on a donc suivi la route des fjords, qui est la route aussi numéro 1. Et on a été un petit peu à la rencontre aussi de ces petits villages de pêcheurs, où vraiment là il y a la vie. Alors un village de pêcheurs, c'est 100 habitants, 50 habitants. Mais il y a tout, il y a une école, un magasin, une pompe à essence, il y a tout. Hein. C'est pas comme chez nous où il y a moins de choses. Et effectivement, c'est encore un sujet de reportage qui va être les pêcheurs. Ça peut être un très beau sujet de reportage à faire là-bas. Donc là, pareil, une ou deux photos de bateaux qui sont aussi pensées en noir et blanc dès la prise de vue. On va voir la Au série. 24-70. Là, on est au 156 ans. Alors là, on est où maintenant dans votre voyage quand tu nous Alors as fait là, le tour on de est au l'île? nord. On est au nord de l'île. On a passé le premier tiers de notre voyage. Et on est toujours autant émerveillé. Au 156 ans, typiquement, voilà, je m'intéresse vraiment aux lignes graphiques, à ce que la lumière peut apporter au paysage. Je ne vais pas m'intéresser forcément à une globalité. Enfin, comme je le disais tout au début, on en a déjà vu des vues globales. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être comment la route est par rapport au contrebas. On a des premières lumières, on est sombre, on repart sur des petites lumières, avec toujours ces nuages bien présents. J'essaie de remplir mon cadre, tout en laissant une percée, un espoir. Une ligne directrice. Exactement, En fait. exactement. Donc là, on voit, c'est ce que tu me disais, tu voulais aussi qu'on se rende compte des matières. La roche Tout à est fait. très particulière en Islande, parce que c'est volcanique. Voilà. C'est à la fois des matières et des couleurs qu'on ne voit pas Des actuellement. Et tu textures. me disais, c'est au 156 ans, en fait, là, ça t'a permis d'aller, parce que je pense qu'on ne peut pas marcher où on veut et s'approcher Non, comme on on peut pas. veut. Et ça t'a permis, en fait, d'entrer comme ça dans la matière. Exactement. Voilà, l'Islande, c'est comme on vient de le dire, hein, c'est des matières, des textures. L'avantage du 600, c'est de pouvoir aller attraper une mouette toute seule qui finalement regarde le bas et je ne sais pas si on voit bien du fond, mais effectivement, en fait, elle regarde vers le bas. Elle était toute seule au milieu de toute cette roche. Et les lumières sont une fois de plus assez particulières. On a vraiment des dégradés, c'est très très riche. Quand on regarde après à l'écran, à l'ordi, c'est vraiment très très riche en termes de matière, de texture et de lumière. Voilà typiquement les situations qu'on peut rencontrer. On est en voiture, on va d'un point A à un point B sur cette route et on voit qu'au fond, il se passe quelque chose. Mais entre là et là, on peut mettre beaucoup de temps. Parce que c'est vraiment démesuré, quoi. Il faut vraiment se dire, ok, là je vais capter ça. Et pour le coup, le 600, il est d'une grande aide. Parce que si on ne peut pas s'arrêter à côté, parce qu'il faut prendre des routes secondaires, des pistes, c'est pas praticable, on s'arrête là où on peut et on met le 600 et on arrive à... Donc là, on est dans le sud. On vient de traverser le désert où on a dormi une nuit, en plein désert, où à 120 km à la ronde, il n'y a rien.
La dernière ville, on nous dit de mettre de l'essence et c'est tout. Donc on a mis de l'essence et on a été trouver un endroit pour dormir. Et donc là, on arrive dans les zones un petit peu plus touristiques, des images qu'on a déjà vues. Donc là, on est avec un panoramique fait au 24-70. C'est un assemblage, c'est un assemblage de photos, voilà. Où là, j'ai une fois de plus mis l'accent sur les nuages, avec cette percée bleue dans le ciel. Les nuages bougent très vite, le temps est vite changeant, parce que là, quand tu composes un panoramique avec plusieurs images, est-ce qu'il faut le faire rapidement, au risque d'avoir du flou dans les nuages? Alors, s'il y a beaucoup de vent, oui, il vaut mieux être rapide. Là, je crois qu'il y en avait un petit peu de temps. De souvenir, le vent est monté après, le vent est venu après. Alors là, on est au 150-600 à 600. Donc là, en fait, on est sur le lac de Yukulsarlon, si je ne me trompe pas. Et en fait, il y a des icebergs donc au milieu d'un lac. Et pour le coup, on peut arriver un petit peu, on peut être un petit peu sur la plage. Et là, le 600 m'a été vraiment d'une grande aide parce que ce qui est intéressant, hormis effectivement d'avoir le panoramique, on a une vue globale, paysage plutôt classique somme toute. Là, on peut vraiment aller attraper des matières de glace, des bleus. Je ne sais pas si les gens voient bien, mais effectivement, on voit c'est de la glace. C'est plein de détails. Tout à fait. Il y a plein de détails, des crevasses, des trous. Derrière, on voit qu'il y a quand même de l'herbe et encore un petit peu après, enfin de la terre, pardon, et de la glace. Et on voit aussi sur la suivante. Voilà. Donc là, le 600, en plus avec, on a un facteur avec le 7D Mark II, donc on gagne, on n'est pas qu'à 600, on est à 750, quelque chose comme ça, presque 800. T'es même à plus que ça. 800. T'as un facteur de 1,6. Ouais, facteur de 1,6. 900. C'est vrai qu'il y a vraiment cet avantage à avoir une très longue focale dans un endroit comme ça. C'est pas pour que de l'animalier. En parlant justement d'animalier, Sinon, on peut en faire quand même. on peut en faire quand même. Alors c'est vrai que c'était pas le premier sujet. L'avantage en fait dans ce lieu, c'est qu'il y a pas mal de mouettes qui se posent en fait sur les glaciers, sur les morceaux de glace, les icebergs. C'est un vrai sujet à traiter. Et c'est vrai qu'on est resté une bonne partie de l'après-midi à travailler sur les mouettes. Alors elles vont très très vite entre les icebergs. C'est pas évident, des fois l'autofocus il décroche parce qu'il y a l'iceberg devant, on l'attendait ailleurs et on n'a pas suivi. Donc il y a la gestion des plans. Ouais, voilà, il y a un petit taux de déchets malgré tout, mais quand on arrive à sortir une image. Sur celle-ci, on voit que la netteté est impeccable. Oui, alors le 7D est redoutable, évidemment le couple 7D et 150-600 est assez redoutable, ça fonctionne très bien. Là, on voit un peu le making-of. Voilà un petit peu le making-of. En fait, on tient nos boîtiers, on a une petite aventure où l'un de nos boîtiers est tombé dans la rivière. C'est des choses qui arrivent. Mais donc voilà, on est assez prudent. Donc là, on est pas très loin du glacier qu'on a vu précédemment, sur une plage de sable noir. Pour venir faire de la proxy avec un 600 mm. Évidemment, je ne pouvais pas emmener tout le matériel, ni le 90, ni le 24-70, ni le 150-600, donc j'ai fait de la proxy au 150-600. Donc là, typiquement, je les ai pensés en noir et blanc, et j'ai rajouté beaucoup de grains. Comme je l'ai dit au début, j'aime le grain, j'en rajoute quand il n'y en a pas. Des images un petit peu trop lisses, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc j'en rajoute. Donc voilà un petit peu notre petite vie pendant ces 8 jours. Donc malgré tout, on avait notre petit chez nous avec les petites guirlandes LED. Là, on a à nouveau des aurores boréales. À nouveau des aurores boréales. Donc là, on est dans le sud. On a un indice de 1. Donc autant dire rien du tout. Hein. Alors pour la petite histoire, on a dormi donc au plus. Alors là, il y a un glacier. On a dormi pas très très loin du glacier. On a eu terminé de monter le campement sous la pluie. On a mangé dans le coffre de la voiture. Et avec Benjamin, on s'est dit qu'on allait monter un boîtier pour pas perdre la nuit, juste pour voir, parce qu'on avait quand même un super beau glacier. On a monté un boîtier. Et en fait, il y a eu une percée à ce moment-là. On a vu des aurores boréales avec un indice de 1. Donc c'était vraiment très court. Ça a duré un quart d'heure. La fin du monde est arrivée. On a jeté les boîtiers dans la voiture, on a été sous les tentes et on a prié pour qu'elles restent. Surtout. Parce qu'il y a eu beaucoup de vent. C'était une des pires nuits, je crois qu'on a eu. Il y a eu énormément de vent, énormément de pluie, on a eu froid. Mais on a dormi au pied d'un glacier.
Donc voilà, là on n'est pas très très loin effectivement. Donc là je suis au 24-70. Là on a notre petit campement. On voit bien le glacier qui est là. En fait on est dans un bras de rivière. On a dormi dans un bras de rivière qui était donc nous sur la partie sèche évidemment, avec le glacier au fond et toujours cette fenêtre. C'est vraiment une fenêtre à proprement parler qu'on a eue pendant un quart d'heure. Ça a duré juste un quart d'heure. Donc le lendemain, toujours au 150-600 et c'est vraiment un exemple qui moi qui est très représentatif de ce que j'ai voulu faire avec le 150-600. C'est vraiment aller attraper de la matière, des textures, des détails. Là en fait c'est plein de crevasses. En fait c'est énorme. Au niveau de l'échelle c'est vraiment gigantesque. On s'en rend pas bien compte parce que... Tu peux pas t'approcher. Non, en fait, on ne pouvait pas s'approcher et le 600 écrase les perspectives. Donc en fait, c'est ça qui m'intéressait, c'est d'avoir un mur de texture. Et là, on va voir une petite série de poses longues. Oui. Donc là, on est au 24-70. Je n'ai pas emmené de filtre ND parce que je n'avais pas le bon diamètre. Donc j'ai fait de la pose longue sans filtre. En fermant là-dessus, je suis à F22. Donc là, sur trépied. Et sur celle-ci, on peut le dire même, parce que moi je t'ai appelé, oui. T'es vraiment à F29. Alors je suis à F29, au 150-600 sur trépied. Le 150-600 ferme à 32, donc j'avais encore de la marge. Je l'ai testé. Et c'est ce qu'on se disait, en fait, finalement, ce qui était intéressant sur ces images, c'était de se dire, bien sûr, peut-être la qualité aurait été meilleure si tu étais parti avec un filtre, oui. Puisque tu aurais pu utiliser l'optique à une ouverture qui lui est plus favorable en termes de qualité optique, mais tu ne l'avais pas, et tu as quand même pu faire ces images qui sont très largement exploitables. Oui, je voulais pas repartir en me disant j'ai loupé la photo, ou j'ai loupé l'occasion de faire une photo, seul le résultat compte une fois de plus, c'est un petit peu ma devise. Peu importe les moyens d'y arriver, tout en respectant évidemment le lieu, je parle de technique, peu importe la manière dont je vais y arriver. Je voulais un filet à cet endroit-là, je voulais cette compo, j'avais 150-600 mais sans filtre. Qu'est-ce qui me reste à part baisser les ISO à 50, fermer au maximum que je puisse fermer et me dire que ça passe. Et ça passe. Il faut vraiment avoir confiance dans son matériel. Là, moi, ce que je trouvais intéressant sur cette image, et on en a vu d'autres comme ça, où on voit bien au niveau du rendu de couleur, cette légère sous-exposition que tu apportes à tes images, qui permet d'avoir des verts très profonds et saturés, en fait. Comme je le disais au début, j'expose toujours à gauche. Pour moi, c'est très important d'être toujours sous-ex, en fait. Par goût, j'aime pas les images sur ex. Et puis c'est quelque chose que tu aurais sans doute beaucoup de mal à avoir uniquement en post-production. Si en fait tu le fais pas à la prise de vue, on vient pas récupérer. Il y a eu un ciel blanc. Un ciel cramé et cramé. Il n'y a pas d'information, on n'est pas comme en argentique ou en diapo où on peut récupérer. En numérique, quand on est blanc. Alors que dans les noirs, dans les tons sombres, on va dire, on peut toujours récupérer grâce à la dynamique de nos capteurs. Même avec un 7D qui est un petit capteur, il peut quand même récupérer beaucoup de matière. Là, en l'occurrence, sur cette image, j'ai pas énormément... j'ai juste monté un petit peu les blancs, histoire de regagner des petits points verts et de la mousse, un petit peu de contraste. Et ça s'arrête là, parce que j'aime pas passer du temps derrière l'ordi. Une fois de plus, l'exemple du 24-70... Donc en fait, il y a 20 cm de mousse au moins sur de la roche volcanique. Et c'est aussi, alors les deux images là, en couleur et en noir et blanc, pour le coup, fonctionne vraiment en duo. Ça fonctionne et en noir et blanc et en couleur. Et on n'a pas le même point de vue, la même vision en fait du même sujet. Ça n'a pas du tout la même sensation de la matière en fait. Exactement. Là, on est beaucoup plus dramatique. Et c'est ça qui est intéressant en fait sur ce type de paysage. C'est que suivant le traitement qu'on va faire, soit on est vraiment dramatique, soit on est magnifique, ce qui ne veut pas dire pas dramatique, mais c'est très très différent. Ah, voilà, on a une image où c'est vraiment très beau. Oui, il pleut un peu. Et le 24-70, une fois de plus, tient la route. J'ai une confiance aveugle dans mon matériel et dans les joints d'étanchéité. Il pleuvait beaucoup. C'est-à-dire pendant toute en fait, il y a une petite ascension pour aller voir un petit point de vue, enfin un beau point de vue même. Et au retour, il s'est mis à pleuvoir comme jamais on a eu de la pluie.
Heureusement, on avait fait nos images au drone juste avant, on était vraiment tranquille. Et c'est vrai que je n'avais pas encore fait d'image de pluie. Et c'est une image Là, de pluie. c'est un rideau de pluie. Là. Exactement, là je suis à F4, 400 ISO et au 50e je crois. Des petites percées quand même Oui. de lumière. Oui, alors là on est tout au sud de l'île, on est à Vic, qui est une ville qui doit pleuvoir 300 jours l'année. On n'y a pas coupé, on a eu la pluie. Et là on venait tout juste d'arriver, de poser la voiture, et on allait aller sur la plage. On a eu une petite heure de sec avant que le ciel se rabatte sur nous. Et là, après, on a des photos, il y a quand même... Il y a des gens. Il y a une ville. Donc là, on est à Reykjavik, au centre ARPA, qui est un centre commercial, d'art, extrêmement graphique, extrêmement design. Et là, c'est vrai qu'on va voir cette série que tu as faite au 24-70. Oui. Je te disais, c'est intéressant. Il y a plusieurs images qui sont faites au 24, on va voir juste après, sans aucune déformation. Non. Tu disais, voilà, tu n'as pas envie de passer du temps derrière, donc toi, tu corriges assez peu les images, tu ne vas pas t'amuser à redresser, et on voit que là, tu as un résultat brut qui est bon. Complètement. Et puis, le fait d'utiliser DxO me permet en fait de ne pas penser à redresser les courbes. Ça le fait automatiquement. Le module du 24-70 est déjà intégré dedans. Quand on importe les images, ça se fait automatiquement. Il n'y a pas à le penser, comme sur d'autres softs. Et sur toute cette série, en fait, au centre ARPA, je suis et à 2.8. Cette image-là est à 2.8. Donc j'ai fait un focus sur le personnage qui est au bout. Exprès, j'ai contrasté pour qu'il se décroche. Mais malgré tout, on garde de la matière. Et j'ai vraiment balayé, voilà, de 8 à F8. On peut vraiment jouer avec les transparences, c'est un vrai sujet, on y a passé l'après-midi entière. C'est pas que ça nous intéressait pas d'aller dans Reykjavik, on allait le faire le soir. C'est notre dernière journée d'ailleurs, Mais c'est un vrai sujet et ça s'y prête très très bien. C'est très graphique. Oui, une fois de plus, la recherche graphique est très importante dans mes images. Donc là, on est dans l'église, la fameuse église que tout le monde connaît. Alors si c'est pour la voir de manière Wikipédia, si je puis dire, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de voir ça, donc j'essaye de proposer un autre regard, un autre point de vue. Alors là, il s'agit de l'orgue qui est gigantesque, tout simplement gigantesque, et qui est neuf. Et c'était intéressant en fait de voir tous ces fûts du dessous. En fait, on est en dessous l'orgue. Donc là, l'église. J'aime beaucoup l'univers du Seigneur des Anneaux. Et si certains l'ont encore en tête, ces films, on peut retrouver, en fait, je trouve que cette église s'y prête vraiment. On retrouve un petit peu l'univers, un petit peu dépouillé des lieux. Et donc voilà le centre ARPA de nuit. Au 24-70 à main levée, 3200 ISO, si je me souviens bien, à 2.8. Et là, c'est relevé. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais peut-être couper le film. Mais ouais. Excusez-moi. Donc je ne sais pas si les gens ont des questions. Si vous avez des questions. Ils peuvent s'approcher. Couper les micros du coup. Et peut-être couper les micros si oui, les gens veulent s'approcher.